Eva? Comment ça va? Bien, vous aussi? Ah oui. Oui, oui, je vais très bien. Ah, j'adore, vous avez tout blanc chez vous, c'est génial. C'est ce que je suis en train de faire parce que j'arrive là dans ma maison et puis voilà, il y a des poutres partout et ça, comme ça, voilà, ça fait marron au plafond. Donc je suis en train de peindre tout en blanc. Je vois qu'il y J'ai a mon canapé blanc. J'ai il le y a une belle canapé blanc. lumière derrière vous. Oui, mais je suis en Normandie, je suis pas loin de, enfin, je suis pas loin, je suis dans la même zone. C'est le, c'est quoi là? C'est pas le Capricorne ni le Cancer, c'est quoi? C'est, Je ne sais pas. je Vous- pense que ça doit être. Non, Cancer, Capricorne, c'est en bas, le Capricorne, c'est au milieu. Cancer, je sais pas. Enfin bref, c'est dans la même zone. vous Donc, avez, vous avez hein? eu l'occasion d'en profiter un petit peu, d'aller vous promener? Ah, je fais que ça, oui. Je n'ai pas senti du tout le confinement, sauf moralement. Mais sinon, non, sinon ça a été plutôt une source d'étonnement, bien sûr, hein, de sidération comme tout le monde, mais aussi de réflexion. Et puis j'ai profité de la campagne, j'ai quitté Paris juste avant le confinement, quoi. Juste avant le premier confinement. J'ai envie de vous demander ce que cette période assez particulière vous a permis de redécouvrir de vous ou de la vie. Écoutez, d'une façon tout à fait animale, j'allais dire, j'ai quitté Paris avant le confinement. J'ai senti arriver la chape de plomb et je me suis dit non, j'y arriverai pas, je pourrai pas. Donc, c'était quoi? Une semaine avant, je suis partie. J'ai rendu mon appartement, je suis venue ici. Et ce que je ne savais pas à ce moment-là, je pensais quitter simplement un appartement, un mode de vie et tout ça, mais j'ai arrêté beaucoup de choses, j'ai quitté beaucoup de choses en même temps. Et ça, c'est une grande surprise. Et ces choses que j'ai quittées, finalement, ça m'a apaisé de les quitter, de ne plus être dans une espèce de, euh, je sais pas, d'électricité, d'énergie, de vouloir changer le monde à tout prix, d'être sur tous les fronts, mais tous les fronts. Euh, Là, non, je suis sur certains, sur mes essentiels, point. Ça devait Et être épuisant alors avant. oui, oui, c'était absolument épuisant. Et non, voilà, je me retrouve avec qui je suis, avec les côtés agréables et désespérants, selon les jours, selon les situations et tout ça. Mais euh, c'est une période de calme, de pause et de réflexion et de choix, en fait. J'ai j'ai choisi ma vie, je l'ai vécue telle que je l'ai choisie. Et voilà, maintenant, ben, il y a une remise en question de beaucoup de choses. Et c'est effectivement apaisant. Vous dites être revenu à vos essentiels. Quels sont-ils justement? L'écriture, le choix exigeant des amis, euh, les choix artistiques et des engagements imparables, mais pas tous, plus Les, tous. les choix, les amis, il en est notamment question dans votre roman Les bruits du cœur qui est paru chez Kelman Levy, qui raconte l'itinéraire chaotique d'une femme qui la conduira de l'échec heureusement à l'épanouissement. Comment est né ce roman dans votre vie? Ça fait très longtemps, ça fait très très longtemps, ça fait même je peux dire, il y a des dizaines d'années. C'est pour ça que je suis désespérée de voir des années de travail englouti dans le confinement et la fermeture des librairies. Je voulais absolument parler de la perte d'un enfant dont on ne parle pas. On n'en parle pas, c'est quelque chose qui est. Il n'y a pas vraiment de littérature sur la perte d'un enfant dans ces conditions-là, c'est-à-dire à la naissance. Et même une fausse couche, on dit bah, c'est une fausse couche. Non, c'est une perte d'enfant. C'est-à-dire qu'il y a une symbolique quand on tombe enceinte. Bon, bah, c'est pour toujours, ça y est, on a un avenir. On a un avenir. On a l'avenir de cette grossesse, l'avenir de cet enfant.
on le voit, on l'imagine, on le soutient déjà, on lui parle, voilà. Et quand, à n'importe quel moment de la grossesse, à n'importe quel moment, quand on le perd, c'est une tragédie pour la mère. Pour le père, je ne suis pas sûre, parce qu'il y a quelque chose de charnel. C'est un corps dans un corps, quoi. C'est votre corps comme des cellules qui se partagent en deux, mais c'est quand même vous tout le temps de cette gestation, quel que soit le temps, que ce soit quelques semaines, quelques mois ou encore à la naissance. Et je voulais vraiment parler de ça. Et je voulais parler aussi des violences sexuelles dans le couple. Pas des violences sexuelles, viols dans la rue ou par l'oncle de la famille qui sont des tragédies absolues, on est d'accord. Mais les violences dans la sexualité d'un couple. Je voulais parler de ça aussi. Donc les deux m'ont amené à ce que ce personnage, Marie, cette femme, finisse par craquer dans... Elle n'arrive pas à se suicider, elle se rate. Donc voilà, c'est c'est un abandon. Elle s'en va, elle part. Elle part Les, sur les routes. les violences sexuelles au sein du couple, c'est un sujet que vous connaissiez très bien. Vous me l'aviez raconté il y a quelques années. Vous m'aviez dit que votre mari avait commencé à être violent dès le lendemain de votre mariage. Oui, c'est Est-ce que le premier sujet, la perte d'un enfant, est un sujet qui vous a touché de près ou de loin, vous, ou oui, dans ça m'a votre touché. entourage? Oui, oui, ça m'a touché. C'est un scoop. Hein, je le nie tout le temps. Oui, en fait, ça m'a touché. Et c'est passé totalement inaperçu aux yeux de tout le monde, de mon entourage. Voilà, c'est un petit peu un axiome. Oh ben, t'en feras un autre. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Vaguement, je schématise, hein, mais c'est un peu ça. Non, les violences sexuelles dans le couple, je n'ai pas connu ça avec cet homme dont vous parlez. Et c'est vrai, le lendemain de notre mariage, il ne m'adressait plus la parole. Puis il s'est bien amusé après. Mais enfin, ça s'est terminé au tribunal et il a été puni. Mais non, je parle d'une autre, de sexualité pure dans le couple qui permet à l'auteur une impunité absolue. C'est du Parce que viol. ben, ça se termine dans le roman, ça se termine par un viol. Ça commence tout doucement. Ça commence tout doucement, évidemment. Vous savez, quand on dit quoi, mais elle est restée. Oh, mais moi, à sa place, je peux te dire, la première gifle, je fais mes valises, je m'en vais. Non, c'est pas si simple que ça. Parce qu'avant, il y a tout le moment où c'est merveilleux, il est gentil et tout ça. Mais donc, je voulais vraiment parler de ça. Et les deux m'ont amené à la suite du roman que je ne soupçonnais pas. J'en avais fait d'abord un scénario, et puis qui ne correspond pas trop au roman. Et puis, je n'ai pas rencontré le bon producteur ou la bonne productrice. En tout cas, pas au bon moment. Ouais, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Et donc, comme j'étais sûre de la qualité du sujet c'est très prétentieux, pardon ce que je dis, mais j'étais sûre que c'était bien, j'étais sûre de moi, j'étais sûre de mon fait. Donc je me suis dit, ok, ça passe pas en scénario, allez, je me mets à la tâche du roman. Et ça a été une grande surprise parce que je n'ai pas... Les personnages ont évolué sans qu'ils me demandent la permission, quoi. Et ça n'a plus rien à voir avec le scénario. Et quelque part, malgré l'inconfort et parfois la douleur de ne pas avoir été accueilli par la production cinématographique, et bien quelque part, je remercie ces gens qui ont refusé de produire ça parce que ça m'a donné une profondeur et une qualité d'écriture et une rencontre avec, je vais être très pédante, hein, mais une rencontre avec la littérature que je ne soupçonnais pas. Pourtant, ce n'était Et pas la première fois que vous écriviez, mais ici, il s'agit vraiment d'une écriture très profonde et très personnelle. ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que
tout ce que j'ai écrit, c'était des essais ou des témoignages, donc ça c'est facile. On part d'un point, on arrive à un autre, et puis le temps, on déroule, quoi. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de surprise, c'est un témoignage, ok. Mais un roman, mais c'est autre chose, c'est tout à fait un autre trajet. C'est, il y a parfois des moments que je vais appeler euh, inspiration, mais c'est un peu trivial comme mot même. Parce que ce que je pense que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu, c'est qu'à un moment, tout vous échappe, tout. Le temps, vous vous mettez à travailler à 10 heures du matin, vous regardez votre montre une demi-heure plus tard, il est 5 heures de l'après-midi. C'est inouï, c'est-à-dire que vous n'êtes plus là. Et quand on n'est plus là, ce que j'ai appris dans certains moments de ma vie, c'est que vous êtes en transe. Voilà. Vous êtes en transe et tout vous échappe. C'est la Le première fois temps. que ça vous arrive? Euh, non, je pense que de toute façon, quand on est sur scène et qu'on arrive à tout contrôler, il y a des moments où, oui, vraiment, on n'est plus là. Et c'est pour ça qu'on ressort dans cet état d'euphorie. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de l'échange de la personnalité, tout ça. Et ça ne, c'est pas la première fois dans la mesure où ça m'est déjà arrivé dans l'écriture de scénarii. C'est-à-dire que, ou de pièces de théâtre ou des trucs comme ça. C'est-à-dire quand il y a des personnages et que vous vous mettez à la place de l'autre, quel qu'il soit séduisant ou que ce soit une crapule, vous vous mettez même dans son corps, vous vous mettez dans sa tête, dans son passé, dans son histoire. Et là, vous arrivez à agir avec lui, pour lui. C'est-à-dire que vous n'êtes qu'un intermédiaire. Et bien évidemment, il s'agit de l'inconscient, il s'agit de lâcher prise. C'est pour ça que je parle de trans, parce qu'à un moment, vous n'êtes plus là, quoi. Et quand tous les auteurs disent, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est comme si c'était pas moi qui avais écrit. Et en fait, ben oui, c'est ça, c'est les langues de feu de la Pentecôte qui vous envahissent. Excusez-moi, je vais battre mon chien et je reviens. Tu me lâches, tu me lâches. Tu es très mignonne, adorable, mais il faut que tu me laisses. C'est une espèce de truc qu'on m'a donné. Tu es très mignonne, mais tu t'en vas. Vous évoquiez la perte de cet enfant et donc vous m'expliquez brièvement qu'à l'époque, personne n'a réagi, votre entourage n'a pas réagi, personne n'a réalisé que vous étiez dans la douleur, la souffrance, le chagrin. Très peu de gens, non. Non, très peu de gens. Mais voilà, on fait ce qu'on peut tous. Hein. Je veux dire que personne n'était mal intentionné à mon égard. Personne. C'était ah mince, c'est pas de bol. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est au-delà de ça. Qu'est-ce qui C'est vous a aidé à tenir, à vous relever après cet événement? ma fille aînée. Ma fille aînée, bah, il fallait bien que je me lève, que j'amène à l'école, que je fasse les courses, que je lui donne à manger, que voilà. Ça, c'est des choses qui vous ancrent dans la vie, dans le quotidien. Oui, oui, je m'en suis sortie grâce à elle. Ah, vraiment que grâce à elle. Ouais. Ouais. Ce roman est aussi plein d'espoir puisque votre héroïne va se relever, heureusement, se reconstruire, euh, et notamment grâce à un compagnon d'Emmaüs. Oui, 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 c'est un homme qu'elle aurait jamais regardé avant. Hein. Jamais, jamais. Parce qu'il est moche, parce qu'il est très abîmé par la vie, mais qu'il a surmonté tout ça en donnant. Il a aussi des casseroles de poids dans la mesure où, parce qu'il avait bu, il a eu un accident de voiture et il a tué sa femme et son enfant, et il est allé en prison. Et enfin, c'est un homme qui a été cassé et qui s'est récupéré par son don aux autres, son écoute, sa générosité, et, euh, et à force d'être présent à ses côtés,
elle le regarde tel qu'il est, c'est-à-dire profondément dans son être, dans son unicité. Et pour parler d'Emmaüs, pour ne pas dire de bêtises, je suis allée vivre chez eux quelques jours, exactement dans ce site d'Emmaüs qui est situé à Saint-Onès, à côté de Montpellier. Et je suis restée, je crois, une petite huitaine de jours, un truc comme ça. Et ça m'a voilà, ça m'a permis de voir comment ils fonctionnaient, qui ils étaient, quelle était la population. Et je me disais que c'était quand même un bon. Oh, les chiots, c'est épouvantable, hein, je vous le dis. Hein. Tu fais du bruit. C'est un garçon, une fille? C'est une fille. C'est une fille qui a 6 mois et qui est en train de bouffer un canard qui fait coin-coin. Mais alors, le coin-coin, ben, ça fait du bruit. Tu veux pas aller faire ça ailleurs? Non, elle préfère à mes pieds. Et comment Donc, s'appelle-t-elle? n'importe comment, je l'ai appelée Lilou. Attendez, je vous la montre un petit peu quand même. Lilou, regarde. Oh, elle est toute mignonne. Vous la voyez là, oui? Je la vois, oui, oui. Elle vient demander des câlins et de l'attention. Oui, absolument. Je ne veux pas. Avec son canard. Et donc, cette huitaine de jours chez Emmaüs vous a appris beaucoup de choses, mais ça vous a changé aussi. Non, ça ne m'a pas changé, ça m'a appris des choses, oui. J'étais en même temps émerveillée par cette structure qui n'est pas militaire, mais qui est très carrée hein, quand même. Hein. Il faut que ça roule. Donc le matin, ils font travailler, voilà. Mais ils dormaient là, donc ils étaient... Et ils dormaient là dans un confort que certains dehors n'ont pas. Parce que tout ce qui arrive chez Emmaüs, ben, ils le gardent aussi pour eux. Donc les studios qu'ils avaient, qui étaient extrêmement confortables, étaient parfois mieux équipés que chez moi, quoi. Les derniers trucs, les dernières télés, les dernières... Mais c'est très bien. Et c'est très bien parce que ce sont des gens qui, sans cette structure-là, seraient à la rue. Et dans quel état mental, enfin, je ne sais pas. Donc, j'étais très étonnée de ça. Et puis, j'étais étonnée aussi de voir que des gens, des hommes, c'était que des hommes, étaient très, très fiers de leurs enfants qui étaient en dehors, hein, qui étaient dans la vie normale, dans la société. Ouais, et ça fait combien de temps que tu es là? Oh, ben, ça fait 10 ans, 15 ans, et puis ma fille, elle est avocate et tout. Ah, mais je dis, mais c'est génial. Et tu as donc participé à son éducation? Ah ben oui, 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 bien sûr, mais tu lui as envoyé de l'argent, donc. Je dis, ah ben non, je peux pas. Je dis, si, tu peux, puisque 20 euros. Allez, 20 euros par mois. Allez, 50, les bons mois. Euh, ah ben non. Donc il y a aussi une démission. Il y a aussi une démission, c'est-à-dire qu'il y a une protection de ces gens qui est extraordinaire, qui amène certains à être évidemment protégés, où ils peuvent s'épanouir enfin, où ils sont reconnus comme des êtres uniques, avec des qualités uniques. Et puis en même temps, il y a une démission de certains autres en disant, moi, je suis responsable de rien, donnez-moi, et voilà. Et je suis bien au chaud. Et il y avait, alors ça, c'est vrai, puisque je l'ai vécu, ça, à un moment dans la visite, voilà, quand j'étais sur le site, il y a un mec qui est passé en vélo, mais un mec super bien, avec un petit cachemire, un petit pantalon de flanelle, qui passait en vélo et qui passe en faisant salut. Et j'ai dit au mec qui me faisait visiter, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Il dit, ah ben ça, c'est... oh, il vient régulièrement, c'est un PDG. Quand il craque dans son usine, il vient se refaire une petite santé de société normale. Il dit, c'est un gros donateur, donc on l'adore dès qu'on le voit arriver. Il fait, salut, je viens me reposer. C'est-à-dire qu'il n'allait pas faire une thalasso, il venait se ressourcer chez les pauvres. Se reconnecter à la vraie vie. Oui, moi j'ai trouvé ça, mais extraordinaire. Extraordinaire. Il faudrait qu'on aille tous un tout petit peu, même les plus modestes de nous, un peu chez les pauvres pour voir ce que c'est. Et ça m'a fait rire. C'est un personnage quand même.
Voilà, c'est très riche en couleurs, Emmaüs, c'est très riche. Il récupère tout, y compris les gens cassés. Et, Votre roman évoque aussi l'amitié intrusive, possessive. Vous en avez été victime avant de faire pas, le tri autour de vous? Non, heureusement. pas du tout, pas du tout. Heureusement, le, dans le scénario, il y avait, c'était une amitié qui se développait sans problème jusqu'au bout et tout ça. Et dans le roman, je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est pas sans aspérité quand même les amitiés. Il y a parfois aussi, moins fort que dans des couples, mais il y a parfois des hauts et des bas. Il y a, voilà, donc non, non, ça m'a permis justement, c'est une des richesses du roman. Ça m'a permis de voir que l'amitié pouvait être aussi un lieu de pouvoir de l'un sur l'autre, un lieu d'emprise, un Mais lieu de ce que je vous te dites, possède. c'est horrible. Non, ça fait partie des. Enfin, c'est horrible quand on s'en rend pas compte, c'est horrible hein, quand on Oui, s'en rend compte. je m'en Parce rends que compte en discutant avec vous. Donc c'est là que je me dis, c'est horrible. C'est dans l'amitié, il y a du pouvoir. mais oui, je crois qu'il y a du pouvoir dans l'amitié, qui en général essaye de s'équilibrer. Comme il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de puissance établie physique immédiate, donc c'est plus subtil, mais il y a des moments dans l'amitié où on ne se voit plus, où on se revoit, on se voit tout le temps, on part en vacances ensemble, ou au contraire, voilà, mais on n'est pas... non, l'amitié n'est pas qu'un long fleuve tranquille non plus. C'est moins violent, c'est apparemment moins violent. C'est souvent très épanouissant. Mais ce que j'ai beaucoup aimé justement dans la différence avec le scénario, c'est que en remettant en cause son ami, euh, elle- l'héroïne, Marie, en remettant en cause son ami d'enfance et son ami très profondément, eh bien, elles vont retisser une amitié équilibrée et égalitaire. Et voilà, on leur souhaite beaucoup de... Mais elle a récupéré une place d'égalité qu'elle n'avait pas. Elle était tout le temps en dessous de son amie Camille. Et, et donc ça, c'était intéressant à découvrir. Voilà, c'était intéressant. Vous avez tourné avec les plus grands réalisateurs, j'en cite trois. Il faut toujours choisir. Lelouch, Godard, Sautet, mais peut-être que d'autres réalisateurs sont dans votre trio à vous. Quel est celui avec lequel vous avez pris le plus de plaisir à jouer? Ce sont des plaisirs différents. Ce sont des plaisirs différents. Avec Sautet, c'était la première grosse production avec tant d'acteurs, d'actrices exceptionnels que j'étais éblouie et, et j'étais fascinée. Quand je ne tournais pas, je restais sur le plateau, je revenais, je me mettais dans un petit coin et je regardais, tellement c'était enrichissant et merveilleux. Et voilà, donc j'ai eu ça. Et puis, Lelouch, alors là, j'étais stupéfaite parce que je ne connaissais pas cette, cette soi-disant liberté qu'il donnait à ses acteurs en les laissant improviser. À vrai dire, c'est lui qui dirige tout. Hein. Il nous fait croire. Donc c'était très, très intéressant de voir ça. Puis alors une production, super production, puis avec une énergie, une force, une vitalité formidable. Quant à Godard, j'ai adoré ce mec. J'ai adoré ce mec. On va dire que les deux autres, Sautet et Lelouch, je les ai mis sur un plan professionnel où j'étais extraordinairement surprise, charmée, intéressée, passionnée. Mais Godard, je lui ai trouvé toutes les qualités et tous les défauts qu'on peut penser, qu'on peut trouver, qui existent. C'est incroyable. Il peut être très gentil, très méchant, très courtois, très grossier, très intelligent, très net. Il peut être bavard, muet. Il peut être tout, tout, tout. Et j'ai adoré ce mec. Et sur le plateau, ça n'était pas vraiment partagé.
Les gens ne l'aimaient pas comme moi, disons. Non. Euh, et, euh, et voilà, moi, je le regardais pareil. J'aime bien regarder, j'aime bien regarder. Je me mets dans un coin et je regarde. Et comme j'ai un esprit d'analyse et puis que j'en ai fait une et tout ça, donc je vois d'autres choses, je vois d'autres choses. Et c'est passionnant. Voilà. Voilà. Donc, pour des raisons très différentes, je les ai aimés tous les trois. Et les rôles, euh, je- je- les rôles passent derrière. Les rôles m'intéressent moins que le metteur en scène, que l'aventure, que tout ça. Parce que les rôles, j'allais dire, bon, c'est facile, allez, on s'habille, tu as un texte, tu fais une proposition, une contre-proposition, on y va, d'accord, on y va. Mais l'être humain qui est là et qui tient toute une équipe et qui crée et qui fait une œuvre, comment la fait-il, pourquoi, comment s'entoure-t-il, c'est absolument passionnant. Donc voilà, les trois, je les ai adorés. Voilà. Et votre partenaire préféré au cinéma, c'était un homme, une femme? Alors, c'était au théâtre. J'en ai eu deux au théâtre qui sont quand même des lieux où c'est la vraie place de l'acteur, de l'actrice, des acteurs. C'est la vraie place. Donc là, il peut se tisser des liens Oh, très forts et très profonds de professionnalisme, de profession. Voilà. Alors, les deux personnes que j'ai préférées dans ma petite route, c'est d'une part Jean-Michel Dupuis, qui est je me suis amusée dans la Var. On jouait la Var au théâtre de Nice, dans une mise en scène somptueuse de Daniel Benoît. Et je me suis amusée, on a inventé des choses, on inventait chaque soir, on allait au-delà de ce qu'on avait fait la veille euh, ou, ou ailleurs. Et à un moment, on s'est retrouvés tous les deux à plat ventre sur scène, en train de ramper, de pousser des cris et tout ça. Mais c'était dans les personnages. Ça n'était jamais du show, du cirque, pas du tout. C'était dans les personnages et on amenait le public à une joie organique qui était vraiment la rencontre de nous deux, de Jean-Michel Dupuis et de moi. C'était extraordinaire. Et l'autre personne, alors les deux, c'est bon, je suis très inventive, je suis très impulsive, et quand je suis sur scène et que ça roule bien avec un partenaire, je vais au-dessus, je monte, je monte. Ça ne répond pas toujours de l'autre côté. Mais quand on rencontre des gens avec qui ça monte, donc Jean-Michel Dupuis, tu proposes ça, il te vient là, tu fais oh, ah ouais, on peut aller jusque-là, ok, je vais là. Et là, c'était Pierre Arditi. Pierre Arditi, dans Tailleur pour Dames, euh, qui a été le début de sa gloire, on va dire. Et c'était magnifique. On s'est amusé pareil, toujours pareil, de la même façon. Je faisais un truc où lui, et on montait, et on montait, et on montait. Et c'était extraordinaire. Voilà. Et je dois dire que à la télévision, je crois bien que la comédienne qui m'a époustouflée, c'est Cécile Bois. Cécile Bois qui joue vous allez me le dire, dans Renoir, voilà, Candice Renoir. hein, Candice Renoir, c'est pas pour vieillir, hein, qui joue dans Candice Renoir. Et elle m'a époustouflée. Je suis jamais surprise par les acteurs. Je les connais trop, je sais comment on fait, tous les trucs, avant, arrière, saut périlleux, double axel, je connais tout. Cécile, elle m'a eu. Elle m'a eu. À un moment dans la scène, j'ai fait c'est quoi ça? Et ça, elle est époustouflante. Il faut qu'elle continue Candice Renoir, bien sûr. Il faut qu'elle fasse aussi autre chose parce elle est, elle a une palette incroyable, incroyable. C'est rare, vous savez, de pouvoir passer de la comédie au drame, de passer du rire aux larmes. C'est pas toutes les actrices et tous les acteurs qui savent faire ça, qui peuvent le faire. Il y en a plein qui savent pas. Il y en a plein qui sont pas doués pour la comédie.
Il y en a plein qui ne sont pas doués pour le drame. Elle est douée pour tout. Vous aimeriez jouer quoi à l'avenir? Plutôt des comédies, plutôt des drames? Non, je voudrais plus jouer, je voudrais mettre en scène et continuer d'écrire. Vous ne voulez plus jouer? Vous avez l'impression d'avoir fait le tour de la comédie? Oui, à moins d'une surprise. À moins d'une surprise. Ce sont des métiers où on peut vraiment être surpris d'une seconde à l'autre. Mais sinon, oui, oui, j'ai un peu tout fait. Ça va être des redites maintenant. Parce qu'on se souvient de vous dans Madame le Proviseur. Quel souvenir vous gardez de cette période-là où vous aviez ce rôle récurrent à la télévision? Le souvenir d'une mission. Je Une pensais que mission. c'était... Oui, je pensais que cette série était nécessaire et qu'elle a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde et qu'elle suivait exactement l'évolution euh, de l'éducation nationale, voilà. Et malheureusement, arrête. Arrête. Malheureusement, ça s'est arrêté d'une seconde à l'autre. Mais d'une seconde à l'autre. C'est très, très bizarre. C'était, on allait faire la saison d'après. Et un mois avant, ça s'est arrêté. C'est Ça s'est brutal. arrêté. Pardon? C'est brutal. Oui, ouais, c'était très violent pour tout le monde, oui, vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui se font virer par SMS à la télé. Hein. C'est vrai. J'allais vous demander si un nouveau rôle récurrent à la télévision allait vous intéresser, mais il y a quelques instants, vous m'avez dit ne plus vraiment être intéressé par le jeu, sauf si on vous propose vraiment le Voilà, rôle. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que une série, si, si c'est pour être inspectrice ou juge, je vais m'ennuyer, quoi. Mais si c'est... mais moi, j'ai des idées de séries formidables. Ça, Les bruits du cœur, le livre, ça peut faire une série extraordinaire. Mais moi, j'en suis Ah oui, non, convaincu aussi. ah oui. Comment? J'en suis convaincu aussi. C'est pour ça, quand vous dites que ce livre en scénario n'a pas encore rencontré le réalisateur ou le patron de chaîne, moi, je crois qu'il n'est pas trop tard. J'espère, d'autant que ce serait moi qui réaliserais, parce que ça m'étonnerait beaucoup. Ou alors, il faut que je sois vraiment, vraiment convaincue par la réalisatrice ou le réalisateur, parce que faut pas se tromper. C'est un sujet qui est quand même assez sensible. C'est pas du brut et du lourd, quoi. Il y a deux, trois petites choses un petit peu subtiles, peut-être, si on a de la chance. En revanche, 2021 marquera votre retour au cinéma dans deux films, si je ne dis pas de bêtises. Le premier s'appelle Villa Caprice, un film de Bernard Stora. Formidable. Ça se passe dans le monde politique, c'est formidable. Avec Nils Arestrup et Patrick Bruel. Et je le connaissais déjà, Patrick, mais moi j'ai adoré tourner avec lui. Alors, j'aime beaucoup. Et le deuxième film s'appelle Irréductible, un film de Jérôme Commandeur. Ah oui, oh, qu'est-ce que c'est drôle ça. Alors c'était très sympa parce que autant Villa Caprice, c'est euh, c'est un routier du cinéma. C'est un merveilleux réalisateur, un merveilleux scénariste. C'est un mec absolument génial, Bernard Stora, mais que je connaissais et que j'appréciais beaucoup et tout ça. Autant Irréductible, je ne connaissais pas du tout euh, Jérôme. Enfin, on se croisait, oui, on se connaissait bien sûr, mais je ne connaissais pas son travail. Et je l'ai vu faire et dis donc, il a de l'autorité. Hein. Il est bien. Il est bien, hein. Il est bien. Il est très bien. Il va en faire plein. Hein. Il va en faire plein, puis il est bien son sujet. Oui, oui. Voilà. Et puis, oui, oui, non, c'était bien. Alors ça, c'est vrai que ça, c'est des bonnes surprises. Donc, je retire ce que j'ai dit. Parce que c'est des bonnes surprises. Voilà. Donc, Euh, vous attendez, vous faites confiance aux belles surprises qui vont vous surprendre. voilà. Mais j'espère que oui. Alors, du coup, si c'est pour être surprise, ah oui, j'ai hâte. Sinon, non, non, je préfère écrire et m'adonner à la transe de l'écriture.
Est-ce que c'est indiscret de vous demander si vous avez retrouvé l'amour? Ah, j'en veux plus. Ça m'a trop fait souffrir. J'ai rencontré les mauvaises personnes. Je n'ai rencontré que les mauvaises personnes. Je vais vous dire pourquoi. Il n'y en a pas J'ai eu une toujours... bonne? Non, non, non. Ben, il n'y en a pas eu 3500 non plus. Hein. Non. Je veux dire que j'ai eu 3 grandes histoires dans ma vie. Ça a été 3 grandes catastrophes. Mais catastrophes. Donc, non, j'ai pas envie de remettre le couvert si c'est pour vivre ça. Non. Je vais vous dire, les gentils ne se sont pas approchés. Voilà. Vous leur faisiez peur? Probablement. Et probablement, ils pensaient que j'étais couverte d'hommes de qualité, voilà. Et ils ne se sont pas approchés. Par contre, les autres, il y a eu un peu foule, j'avais qu'à choisir. J'ai été un trophée. J'ai été un trophée, j'ai été un pari gagné. Et je crois que pour certaines actrices, c'est quand même un peu ça. Pour des hommes méchants qui ne vous méritaient pas, qui ne vous comblaient pas en tout cas. Non, 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 qui ne me méritaient pas. Allons-y carrément. Vous avez raison. Qui ne me méritaient pas. Qui m'ont maltraité. Beaucoup. Qui m'ont fait beaucoup de mal. Et voilà, donc non, l'amour, j'ai l'amour de mes enfants, des animaux. Vous avez vu, cette chienne, elle est collée à moi. Hein, il n'y a rien à faire. J'ai mes amis. Et puis j'ai mon petit monde intérieur. Et donc, le plus grand bonheur de votre vie, ce sont vos enfants, ce sont vos amis, ou bien ça a été votre métier? Ah non, ça n'a été que mes enfants. Ça n'a été que mes enfants. C'est les plus belles rencontres que j'ai faites dans ma vie. Ah oui. Ah oui. Et maintenant, voilà, je suis très émue parce que j'ai une fille qui vient de réussir le barreau et je suis très admirative, quoi. Moi qui n'ai jamais su pourquoi on me demandait des choses à l'école et à quoi ça correspondait, je ne comprenais rien. Parce que je n'étais pas faite pour ça. Tout d'un coup, de voir une enfant qui est minutieuse, qui trace, qui a un objectif et qui fait tout pour l'avoir, même si ça ne lui plaît pas, oh, mais c'est extraordinaire. Et je me dis, mais comment elle a fait, élevée par une mère comme moi? Quand elle était en primaire, je lui disais, oh, c'est génial, attends, viens, on va aller passer le week-end, je ne sais pas où, à Deauville, à Biarritz. Ah non, je ne peux pas, elle devenait verte, je ne peux pas, j'ai école samedi matin. Je dis, mais on s'en fout, t'es en primaire. Je vois la maîtresse et puis on s'arrange. Non, non, je ne peux pas. Donc, elle s'est élevée, pas toute seule, mais bon, elle avait un tempérament comme ça. En me repenchant à nouveau sur votre vie, j'ai mieux compris pourquoi vous continuez de combattre les féminicides et les violences conjugales. C'est parce que vous en avez été vous-même victime, et ce, dès la petite enfance. Oui, oui, j'ai tout de suite vu comment le monde fonctionnait, ça ne me plaisait pas du tout. Et j'ai toujours essayé, pas consciemment d'ailleurs, mais j'ai toujours voulu que ça change. Rétablir l'égalité. Rétablir l'égalité, c'est bête. C'est bête parce que je ne le verrai pas. Je ne le verrai pas. Puis, comme disait Françoise Héritier, si on continue à cette vitesse-là, l'égalité, on l'aura dans 500 ans. Donc, je ne serai plus là. Il en faut plus des femmes comme vous, alors, pour accélérer les choses. Il en faut plus des hommes comme moi. Aussi, est-ce que ça existe? Il y en a très peu, il y en a, mais il y en a très peu. Des hommes qui ont le pouvoir et qui se disent « Ah non, là, il faut faire quelque chose, là, c'est pas possible, ça ne dure pas, il ne faut pas que ça dure. » Je veux dire, on nous a menti, on nous ment tout le temps. Je veux dire, ce gouvernement qui n'a jamais rien fait, enfin bon, qui prétend aux yeux du monde qu'il est féministe et qu'il agit pour les femmes, et tout ça, alors qu'ils n'ont rien fait, rien. C'est une honte. Alors comment voulez-vous qu'on y arrive? Ils mettent ministre un mec qui est suspecté de viol. Il a des plaintes pour viol, Darmanin.
Et ils mettent comme garde des Sceaux un mec qui dit qu'il n'est pas féministe. Donc on est mal, on est très mal. Eh bien, le gouvernement, non, se rengorge tout le temps en disant mais nous, on fait des choses et tout ça. C'est la méthode Trump. Puisqu'on le dit, c'est que c'est vrai. Ben non, non. Même si on ment plusieurs fois, ça fait pas une vérité. Hein. Petite fille, vous avez été victime d'inceste de la part de votre père et de votre frère. Alors aujourd'hui, tendons une main vers d'autres victimes. Comment doivent-elles réagir? Parler, 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 parler à tout le monde, parler à tout le monde, parler à n'importe qui. Essayez de ne pas avoir peur d'aller déposer plainte. C'est compliqué parce que la police n'est pas formée. Certains sont merveilleux. Ils ne sont pas tous mal. Certains sont formidables. Mais la plupart ne sont pas formés et ne croient pas les femmes. La parole des femmes n'est pas crue, n'est pas entendue, n'est pas soutenue. Il n'y a que les associations qui se battent avec si peu de moyens. Voilà, on demande de l'argent, on ne nous en donne pas. J'ai rencontré à l'époque le Premier ministre Édouard Philippe, ainsi que la pseudo-ministre aux droits des femmes, Marlène Schiappa. Ça a été un rendez-vous, mais pitoyable, pitoyable. Ils ne connaissaient rien, ils ne savaient rien, ni l'un ni l'autre. Édouard Philippe a commencé le rendez-vous en disant « mais c'est incroyable, j'ai découvert ça, il y a des violences faites aux femmes, mais c'est dingue !» Parce que, évidemment, moi, dans ma famille, il n'y en a pas, dans mes amis, il n'y en a pas, donc j'en ai jamais rencontré. Et voilà, et tout le rendez-vous était basé sur cette direction-là, quoi. C'est n'importe quoi. Donc voilà, je suis toujours un peu amère et en colère. Et en colère. Et des fois, je suis fatiguée, j'arrête. Et puis, des fois, ben, je reprends mon cheval de bataille. Et je trouve que, bien que ce soit une œuvre littéraire, je trouve que quand même, dans cette histoire de Marie, déjà à partir du moment où on parle des femmes, eh ben, on parle des femmes. Eh ben, on parle des femmes. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une femme dans la rue? Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui souffre? Qu'est-ce que c'est que... Voilà. Ça n'est pas... ça ne défend aucune cause. Voilà. Je ne défends aucune cause dans ce livre, mais c'est moi qui ai écrit, donc je ne peux pas vraiment complètement me changer pour l'instant. Et donc, voilà, il y a effectivement un fil qui est regardez ce que c'est qu'une femme, quoi. Avant de se quitter, quelle est la plus belle aventure qu'il vous reste à vivre? Alors, j'aimerais deux choses. Réaliser, par exemple, Les bruits du cœur. Et trois choses. Écrire mon prochain projet qui se passe en Afrique noire, que je ne connais pas, donc il faut que j'y aille. Et pour y aller, ben, ce n'est pas tout à fait le moment, c'est très ennuyeux, parce que je piétine comme ça. Et avoir des petits-enfants, j'aimerais bien, mais mes filles, oh là là. Ah, je vous jure. Je vous le souhaite. J'étais ravi en tout cas d'échanger avec vous aujourd'hui et de vous retrouver rayonnante en Normandie. Merci Nicolas, moi aussi j'étais ravie, vraiment. Prenez soin de vous. Vous aussi. Merci beaucoup Nicolas. Merci bientôt. à vous, Eva. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À très vite.